Et puis je suis extrêmement heureuse de rencontrer Dima dans le cadre de ce prix qu'on appelle Montluc, Résistance et Liberté, parce que je trouve que c'est un beau prix qui récompense depuis 4 ans à la fois un ouvrage, un livre, ça peut être un essai, un roman, et aussi une initiative. Alors cette année, on n'a pas d'initiative parce que les conditions sanitaires étaient difficiles, mais de toute façon, le prix Montluc reste un prix qui doit défendre ses valeurs de résistance et de liberté. Alors à partir d'une large sélection, au début, il y a vraiment beaucoup de livres à lire, on sélectionne, là, il s'agit d'un roman, et je vais quand même vous donner la liste des 5 livres qui sont sélectionnés pour cette année 2021. Donc il y a évidemment Mauvaise Herbe de Dima Abdallah qui est mon coup de cœur, bien sûr. Les 4 autres sont aussi très forts. Il y a Apeirogon de Colombe McCann. Il y a Sortir de l'ère victimaire de Yanis Roder. Impossible d'Eri Deluca et Rachel et les siens de Metin Arditi. Voilà, ça vous donne une idée à qui vous vous confrontez là. Je pourrais peut-être vous en dire plus sur le prix après, mais en tout cas, nous sommes 15 membres du jury, et c'est Jacques-André Bertrand qui est le président, qui est un écrivain formidable et un homme très humain. Un mot quand même sur Montluc, qui est le nom de la prison lyonnaise où ont été incarcérés des résistants, des juifs, des tziganes, les enfants d'Isieux, Jean Moulin. Enfin vraiment, c'est un lieu très très fort. Dima, j'espère que vous irez parce que c'est vraiment... on sent que ça a été un lieu de souffrance, de résistance terrible. Et c'est aujourd'hui un symbole fort contre la guerre, la déportation et tout ce qui peut enfermer. Et notre prix a cette ambition de répondre à tout ça par l'art, par la littérature, qui sont les armes, vraiment les vraies armes de paix et de liberté. Encore un mot pour dire que les lauréats viennent de tous les horizons. Pendant les 4 années où on a récompensé des auteurs, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu des gens qui venaient de Turquie, de Syrie, d'Afghanistan, du Tibet, de Madagascar, et voilà. Et donc nous sommes heureux de vous avoir. Dima, j'ai été très très intéressée par votre livre parce qu'il parle de liberté, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de liberté et d'amour. J'allais dire la guerre, le Liban, l'exil, c'est même pas la question, quoi. C'est en toile de fond et il faut que ça soit là, mais c'est quand même une histoire de liberté j'ai beaucoup d'émotions à en parler parce que je trouve que c'est la liberté d'être soi. Et ça ressort, même qu'à bosser, même avec de gros problèmes, c'est un livre de liberté. Alors dites-moi d'abord si vous êtes d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une très jolie lecture. Je vous remercie pour avoir... c'est bien sûr en aucun cas un récit d'exil, un récit de guerre civile. Non. Cette liberté, elle est vraiment très présente dans le roman. La liberté d'être, la liberté de ne pas s'engager dans des causes qui nous ressemblent pas. Je trouve que cette liberté, et pas seulement dans mon roman, c'est important de dire qu'elle est très chère à payer. Et que ce n'est jamais le choix de la facilité. C'est pour ça que, en plus, je trouve que le prix Montluc a très bien fait de mettre la liberté et la résistance, ces 2 mots-là côte à côte, parce que c'est une forme de résistance, finalement, être libre. Évidemment. C'est une forme de résistance. Et comment donc oui, c'est extrêmement présent, mais ça coûte un exil intérieur qui est évidemment source de souffrance, de solitude. Mais vous savez, c'est un grand sujet, c'est-à-dire choisir
entre la facilité et les appartenances, et le clan, et la tribu, et la cause, qui a beau parfois sembler belle, mais qui est source d'énormément de dérives. Et là, dans le contexte de la guerre civile, c'est particulier, parce que ces gens-là, parmi lesquels on vivait en temps de paix, s'engagent dans des violences et dans des... comment dire, dans des atrocités, finalement. Bien sûr. Mais c'est ça que j'aime aussi, c'est que c'est à travers l'intimité de deux personnes que vous nous livrez l'extérieur. Et la résistance, à mon sens, elle est dans cette façon d'oublier. Hein. C'est-à-dire que ça devient une défense, l'oubli. Hein. C'est pas de raconter les bombes qui tombent autour, c'est de montrer comment l'oubli permet de continuer à vivre à travers une intimité. Alors, il n'y arrive pas très bien. Non, mais quand même, c'est quand même beaucoup là. Bien sûr, hein, ils sont en guerre contre leur mémoire. Mais voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est quand même l'histoire d'un long silence entre les deux. Bien sûr, vous êtes deux taiseux. Voilà. Ils ne trouvent pas grand-chose. Ils s'enferment, en fait, dans une sorte de silence un peu pathologique. Oui. Qui est un mutisme. C'est vrai. Qui est un mutisme, mais je crois que ce silence-là n'est pas seulement le leur. C'est-à-dire que c'est un silence qu'on retrouve beaucoup dans les... J'aime pas trop ce mot, mais dans les traumas. C'est-à-dire quand... je vous suis, quand ce qui nous entoure est d'une telle violence et d'une telle absurdité qu'il n'y a finalement plus grand-chose à en dire. C'est pour ça que je parlais de résistance et de défense. Tout à fait. Et il résiste aussi à ne pas... comment dire... le père résiste à ne pas participer. Bon, c'est lui l'adulte, donc il aurait mille façons de choisir une tribu, ne serait-ce que pour être protégé. Pour la sécurité de sa famille et de ses de sa femme et de ses enfants. Mais il fait ce choix-là en résistant à ça, de la liberté, qui encore une fois est vraiment cher à payer. C'est pas le choix de la facilité. Et la petite, au début du roman, qui devient adulte ensuite, mais qui garde cette liberté-là et cette singularité-là, elle n'arrive pas à adhérer finalement au groupe des enfants qu'il faut bien le comprendre, et je le dis dans le roman, en fait les enfants sont le reflet de ce qui se passe autour d'eux, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à répéter un peu les mêmes choses de ce qu'ils entendent à la maison, et c'est vrai qu'elle se sent très, très seule, mais cette résistance-là, ce n'est pas un choix. C'est vraiment parce qu'elle est, par sa singularité. C'est pour ça que c'est passionnant. Tout à fait. On n'est pas dans le factice. Elle ne peut pas... En fait, c'est deux personnages qui ne peuvent pas faire autrement. Voilà, exactement. Et j'aime beaucoup aussi cette façon que vous avez d'oublier, encore une fois, le mot oublier est important, mais la réalité de la vie à travers ce que vous nous donnez d'images écran, de souvenirs écran. Votre doigt dans la main de votre père et qui vous conduit là où vous serez moins en danger, on peut imaginer tout derrière ça. Et cette image-là qui fait écran au reste, elle est tellement forte que moi je l'ai gardée tout le long du livre, même après. C'est vrai que cette première scène, cette main qui serre le doigt, et qui conduit, je l'avais en moi depuis vraiment longtemps. C'est-à-dire que c'est avant que je me mette à écrire, c'est une image qui m'habitait. Je voyais ce père et cette fille finalement et ces deux corps qui essaient de se rassurer et l'un et l'autre, parce que les rôles sont un peu inversés aussi. Absolument. Ce n'est pas seulement le père qui rassure la fille, mais c'est aussi la fille qui ne montre pas sa peur, qui ne montre pas son inquiétude, qui regarde un petit peu les gouttes de sueur perler sur le front du père, et elle sent sa peur. Cette scène-là, je l'avais en moi depuis très longtemps. Et c'est vrai que on est dans un roman qui est ultra intimiste. Et finalement, j'avais plus envie
plutôt que de décrire combien de bombes sifflent ou combien de tirs on entend, j'avais envie... En fait, tout au long du roman, la guerre, elle n'est vue qu'à travers mes deux personnages. Exactement. Et à travers leur exil intérieur. Oui, intérieur pardon. Ouais. Et donc... Et donc oui, c'est ce père et cette fille qui sont un peu... on les sent un peu seuls au monde. Elle dit je ne vois que lui, finalement je m'accroche qu'à lui. Et j'ai trouvé ça, oui, j'avais plus envie de raconter ça, mais ça marche de raconter bien, cette intimité-là. Le reste, on le reste, voit quand même. Évident, finalement. Il est évident. Oui, non, c'est vraiment une bonne idée. Qu'est-ce que je voulais vous demander aussi peut-être, enfin, Mauvaises herbes et les histoires de plantes sont vraiment des supports à dire, à parler entre vous, quoi. C'est à travers ce support-là. J'aime pas beaucoup le mot de support, mais quand même, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça sert à parler et ça sert à rien dire, du coup, aussi. Mais c'est là aussi en premier plan. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des premiers plans qui nous racontent le reste. Oui, j'aime bien cette écriture du petit détail qui laisse imaginer au lecteur, qui laisse libre champ au lecteur, qui ne lui dicte pas dans, dans la description de ce qui se passe autour d'eux, du chaos. On l'imagine bien, on imagine le chaos qui les entoure, on sait qu'ils déménagent beaucoup de fois. Et ce fil botanique, oui, il est présent tout au long du livre. Et c'est d'une part, pour ne pas parler du reste, il se parle de ce qui est beau en même temps. Voilà, et il se parle beaucoup de plantes tous les deux pour éviter, déjà pour parler de ce qui est beau, pour dire cette poésie de la vie qu'ils partagent tous les deux. Parce c'est quand même un peu des poètes. Enfin, lui, c'est vraiment un poète. Mais vous aussi, mais on sent que la petite, elle est aussi très sensible à la poésie de la vie. Et oui, c'est vrai que ce fil botanique, il dit beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses. Il dit la mémoire aussi. Il dit la mémoire, il dit un peu... je crois qu'il dit un peu aussi un Eldorado perdu. Oui. Quelque chose du passé, quelque chose d'avant. Il dit quelque chose d'avant tout ça. Alors, comme on n'a peut-être pas beaucoup dedans, moi je voudrais vous amener aussi sur un autre terrain. Je trouve que l'héroïne fait toujours attention à l'autre. De sa place à elle, qui n'est pas celle de tout le monde. Mais vous faites attention à votre père et vous faites aussi attention à Sandrine, qui est donc cette amie que vous faites quand vous êtes à Paris. J'ai trouvé ça très beau, cette relation entre vous deux qui n'est pas le contraire, enfin de l'autre. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez en dire quelque chose. Bien sûr, déjà je vous remercie d'avoir vu que ce personnage est très important dans le roman, parce que c'est vrai qu'on ne m'a pas souvent posé des questions, on m'a toujours plutôt dit ce qui est évident. Vos personnages on ne peut même pas dire qu'ils sont secondaires, ils sont complètement effacés. Je trouve que le personnage de Sandrine est très important parce que déjà il dit une autre différence, il dit une autre fragilité, il dit une autre mauvaise herbe pour en revenir au titre, et il dit une autre perte. Parce que quand même, ce roman, finalement, c'est l'histoire d'une longue perte. De la perte d'un père et d'un pays. Et la perte de cette amitié-là est très tragique. C'est peut-être le personnage le plus tragique du roman, je trouve. Absolument. C'est celui qui connaît la mort, entre guillemets, la plus tragique. Et c'est vrai qu'il est vraiment central. Et il nous éloigne encore plus, justement, et c'est volontaire, de ce décor de fond de guerre. C'est-à-dire que cette gamine, quand elle arrive en France, finalement, ce n'est pas bien différent. Ce n'est pas, son exil intérieur continue, et même, je dirais, s'aggrave au fil du temps, parce qu'on est aussi dans les conséquences, bien sûr. Et Sandrine est un personnage à la fois très
poétique, très tendre. Mais elle est en guerre intérieure aussi. Tout à fait, Oui. et très singulier, et complètement inadapté par son extrême tendresse, et son extrême douceur, et son extrême innocence. On en revient toujours à ce monde violent. C'est-à-dire que ce monde violent, dans lequel Sandrine trouve sa mort, entre guillemets, il est violent, même si on n'est pas dans une guerre civile. Exactement. Même si on n'est pas dans des bombes, même si on n'est pas dans des fuites répétées. Absolument. Et je vous remercie vraiment d'avoir relevé que ce personnage est central. Ouais. Est-ce que... alors c'est pareil, il y a un autre... toute cette errance, quand vous partez en Espagne, c'est pas rien ce passage-là aussi, qui est un voyage, moi je qualifierais d'échappement, je sais pas. Est-ce que Sandrine a été un déclencheur de ce départ? Non, pas du tout. Sandrine, elle culpabilise beaucoup mon héroïne d'avoir laissé Sandrine, justement. Oui. Non, je pense que c'est une tentative d'oubli de plus. Oui. De vraiment quand le père en parle, il dit elle a voulu tout tuer, elle a voulu nous tuer, tuer son passé, tuer sa langue. Il dit d'ailleurs qu'elle lui écrit en français désormais, et ce n'est pas anodin. Il dit qu'elle est en train de perdre sa langue maternelle. Et non, je pense que c'est une espèce de fuite en avant d'un monde qui a beau être en paix une fois arrivée à Paris, dans lequel elle ne se reconnaît pas du tout. Et j'aime assez cette manière du père d'en parler, parce que c'est pas elle finalement qui en parle, c'est le père qui dit je vois très bien ces jeunes qui sont finalement déjà partis avant de prendre la route. Exactement. Et, ça c'est très beau. Et il dit une phrase qui j'espère est assez juste, c'est que partir n'est pas une histoire de géographie. C'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient déjà chassées finalement de ce monde-là avant de décider de tout plaquer. Mais tout votre livre dit ça en fait. C'est vraiment... Peut-être qu'il faut qu'on s'arrête, je ne sais pas combien de temps. Là, on a 18 minutes, mais c'est comme vous voulez. Moi, ça me... Il n'y a pas de souci. Peut-être que vous avez, vous, envie non, j'ai trouvé vos questions étaient parfaites. Donc, vraiment, on a dit... non, je suis sincère. Je trouve qu'on a dit vraiment... l'essentiel, il me semble. Peut-être dire quand même que ce roman qui je suppose est très difficile pour le lecteur, qui tourne en boucle, avec des phrases qui reviennent, des mots qui reviennent. On a l'impression que les personnages évoluent, mais pas tellement. On attend qu'ils se parlent. On attend un peu, je suppose le lecteur attend qu'il y ait un moment où ils vont se parler. Mais finalement, j'aimerais assez... souligner que le dialogue se fait finalement dans la littérature. Oui, et puis c'est difficile, c'est difficile parce que le thème est difficile, mais c'est très bien fait justement. Vraiment.